Imaginez un instant l'homme le plus banal du monde. Vous savez, ce voisin ultra discret, un peu effacé, le genre de personne qu'on croise tous les jours sans jamais lui accorder un second regard. Eh bien, préparez-vous, parce que dans ce décryptage, on va voir que c'est exactement derrière cette façade d'une normalité absolue que se cachait le tristement célèbre ogre des Ardennes. Michel Fourniret, ce n'était pas juste un meurtrier, c'était littéralement l'un des tueurs en série les plus méthodiques et prolifiques de toute l'Europe. On va analyser ensemble comment une telle horreur a pu rester totalement invisible pendant près de 2 décennies, et surtout, comment ce dossier complètement hors norme a fini par forcer la justice à se réinventer de A à Z. Cette phrase, elle résume parfaitement la véritable onde de choc qui a traversé la société. Le point crucial à retenir ici, c'est que cette affaire a complètement fait voler en éclats nos illusions. Elle nous a prouvé qu'une déviance extrême, d'une cruauté froide et calculée, n'a absolument pas besoin de ressembler à un monstre tout droit sorti d'un film d'horreur. Non, le pire peut très bien s'intégrer, payer ses impôts et se fondre dans la routine de tous les jours, tout en orchestrant l'horreur dans l'ombre. Et ce, entre 1987 et 2003. Alors, voici comment on va structurer notre analyse aujourd'hui. D'abord, le monstre ordinaire. Ensuite, on abordera la symbiose criminelle. Puis, l'électrochoc judiciaire, suivi des enquêtes posthumes. Et on terminera avec le culte du mal. On attaque donc la première partie, le monstre ordinaire et sa façade de normalité. Et c'est vraiment là qu'on commence à saisir le grand paradoxe de Michel Fourniret. Un homme banal en apparence, mais mu par un projet psychologique d'une noirceur absolue. Sa méthode était d'une froideur implacable. Il ne laissait rien au hasard. En fait, il maîtrisait les codes sociaux à la perfection. Demandez-vous, comment faire pour rassurer une jeune femme isolée et la faire monter dans une camionnette ? Eh bien, il suffisait d'installer une femme sur le siège passager, parfois même avec un enfant sur les genoux. C'est l'image parfaite de la petite famille égarée qui demande son chemin, non ? Si on ajoute à ça ses allers-retours constants entre la France et la Belgique et son utilisation ultra cynique des vastes forêts des Ardennes, on obtient une mécanique macabre, terriblement bien ugée. Aujourd'hui, les experts en criminologie sont unanimes sur son profil. Ce n'était pas juste une pulsion meurtrière chaotique, pas du tout. C'était un besoin obsessionnel, purement sadique, d'avoir un contrôle total sur l'autre. Sa capacité à se dissimuler, ce n'était pas seulement pour fuir la police, ça faisait carrément partie de son fantasme de toute puissance face au reste de la société. On passe à la deuxième partie, la symbiose criminelle et le rôle de la complice. C'est peut-être la dimension la plus glaçante de cette histoire. Fourniret n'agissait pas seul, et c'est là que Monique Olivier entre en scène. C'est la question qui a littéralement divisé les juges, les psychiatres et l'opinion publique pendant des années. Comment une mère de famille peut-elle cohabiter avec une telle horreur pendant 16 ans ? Était-elle juste une victime de plus, brisée par son mari, ou bien le cerveau silencieux de toute cette entreprise criminelle ? Quand on regarde les théories de la défense, le contraste est saisissant. Au début, on nous a parlé d'une emprise totale, une femme qui agirait uniquement pour ne pas être tuée. Mais bon, les faits sont têtus. La réalité, c'est qu'on a retrouvé plus de 200 lettres échangées entre eux en 1987, un véritable pacte de sang. Un accord complètement fou, où Fourniret s'engageait à éliminer les ex-compagnons d'Olivier, et en échange, elle acceptait de l'aider à chasser, à se fournir en victime. Finalement, la justice a tranché avec un mot très précis, la symbiose. Ce n'était pas une simple cohabitation forcée, c'était totalement transactionnel. Sans la logistique de Monique Olivier, sans ce rôle de l'appât qui rassurait les victimes, le plan de Fourniret n'aurait tout simplement pas pu fonctionner. Et c'est bien cette participation active qui lui vaudra ses condamnations à la prison à perpétuité. Ce qui nous amène à notre troisième point, l'électrochoc judiciaire et le réveil systémique. Il faut se rendre à l'évidence. Ce prédateur a pu agir en toute impunité parce que le système était en quelque sorte aveugle. Et ça va provoquer un véritable séisme dans la sécurité française. Regardez un peu ces dates, c'est vertigineux. De 1987, où leur crime commence en silence, jusqu'à 2003. Et encore, il est arrêté cette année-là uniquement parce qu'une jeune fille, Sabine Ardenne, réussit l'exploit de s'échapper de sa camionnette en Belgique. Mais comment a-t-il fait pour échapper au radar pendant tout ce temps ? Eh bien, il jonglait avec les frontières administratives. À l'époque, la justice travaillait en silo. Un crime dans Lyon ne communiquait pas avec un dossier en Belgique. C'est ce qui explique qu'il a fallu attendre 2020 pour qu'il avoue enfin son implication dans la disparition d'Estelle Mouzin, pourtant enlevée en 2003. Cette incapacité incroyable à relier les dossiers entre eux a même valu à l'État d'être condamné pour faute lourde. Mais la bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que ce désastre a poussé les institutions à faire leur révolution. L'essor du fichier génétique, le fameux FNAG. La fin des murs entre la police et la gendarmerie pour enfin partager les données. Et le point culminant, en 2022, c'est la création d'un pôle national dédié au cold case à Nanterre. Grâce à ces outils, il est aujourd'hui beaucoup plus difficile pour un tel prédateur de passer entre les mailles du filet.
Quatrième partie de notre analyse, les enquêtes posthumes. Là, on rentre dans une situation judiciaire complètement inédite. Que fait-on quand le principal suspect meurt en emportant ses secrets dans la tombe? Fourniret est décédé en mai 2021. Logiquement, ça aurait pu être la fin de l'histoire. Mais le pôle Cold Cases a refusé d'abandonner. Aujourd'hui, la vraie bataille, elle se joue en laboratoire. Traquer la vérité après autant d'années, c'est un défi scientifique monumental. L'ADN ancien, souvent mitochondrial ou très dégradé sur de vieux bouts de corde ou des vêtements, demande une technologie ultra pointue. C'est littéralement une course contre la montre pour trouver des réponses avant que la biologie ne s'efface pour de bon. Et vous savez quoi? Cette persévérance, elle finit par payer, même sans le tueur. En 2023, Monique Olivier écope d'une nouvelle condamnation. Et plus fort encore, en 2026, la justice met en place des opérations rarissimes. On extrait Monique Olivier de sa cellule pour l'emmener sur le terrain, en pleine forêt, pour tenter de retrouver les restes de victimes comme Lydie Loger. Ça montre bien que la traque est loin, très loin d'être terminée. On arrive enfin à notre 5e et dernière partie, le culte du mal et le dilemme du true crime. Parce que oui, l'empreinte de ce couple terrible a largement dépassé les tribunaux pour s'inviter dans notre culture populaire. On a tous remarqué l'explosion de contenu true crime, que ce soit avec la série documentaire sur Monique Olivier ou les dizaines de livres qui essayent de décortiquer le cerveau du tueur, l'engouement est massif. Et d'une certaine façon, ça crée et s'affiche une véritable légende noire dans l'imaginaire collectif. Mais il ne faut pas se mentir, tout ça soulève un énorme problème éthique. D'un côté, on a cette fascination du public pour la psychologie criminelle qui nourrit une industrie très lucrative. Mais de l'autre, on a le traumatisme des victimes. Pour les familles qui attendent toujours des réponses, chaque nouveau documentaire ravive la douleur. Sans parler de la pression monumentale que ça met sur les enquêteurs, avec le risque de voir apparaître des théories fumeuses et de fausses pistes. Pour résumer, l'héritage de l'affaire Fourniret-Olivier est d'une complexité absolue. Bien sûr, c'est l'incarnation même de la barbarie humaine. Mais c'est aussi, paradoxalement, ce qui a forcé les institutions à se moderniser, poussant toute l'Europe à repenser la traque des tueurs en série. Pour clore ce décryptage, je voudrais vous laisser avec cette réflexion. Quand un tueur emporte une partie de ses secrets sous terre, comment faire la part des choses? Comment équilibrer notre curiosité, notre soif pour le true crime, avec le droit fondamental des victimes et de leurs familles à trouver enfin la paix? Comprendre le mal pour s'en protéger, c'est indispensable, mais où se trouve la frontière entre la quête de vérité et le simple divertissement macabre? Je vous laisse y réfléchir.